Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Oui, seul. Bonsoir à tous. Alors, Philippe David est en vacances, vous le savez. Cécile de Ménibus a dû s'absenter, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais je tiens seul la maison avec nos vraies voix que nous allons découvrir dans un instant. Au sommaire de ces vraies voix du vendredi, juste avant vos vacances. Plan France Ruralité, nos campagnes sont-elles encore attractives? Ce sera notre gros débat de 17h30. Elisabeth Borne s'engage pour les campagnes de notre beau pays. La ministre a présenté hier son plan France Ruralité lors de son déplacement à Vienne dans l'Isère. Elle a promis le retour des services publics, postes, écoles, hôpitaux. Il faut rappeler que près d'un tiers des Français vivent dans les territoires ruraux. L'exode se poursuit vers les villes, mais le gouvernement veut inverser la tendance. Alors, la campagne, un territoire d'avenir, vous réagissez 0826 300 300. Souhaitez-vous y vivre, la quitter, rester en ville? Que dit votre cœur, chers auditeurs de Sud Radio? Et puis à 18h30, nous aurons notre coup de projecteur. Cédric Jubilard, Jonathan Daval, et puis donc depuis ce matin, les aveux du mari de Karine Esquivillon. La couverture médiatique des faits divers familiaux vous semble-t-elle justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante? Oui, c'est l'objet de notre coup de projecteur de 18h30. Les faits divers occupent une place importante dans les médias d'information. Vous avez pu le constater depuis ce matin. Michel Pial a conduit les gendarmes de Nantes dans une forêt où le corps de sa femme se trouvait. Il a avoué l'avoir tué. Photos de la vie privée, récits de l'intimité du couple, envoyés spéciaux à la recherche d'éléments de l'enquête, témoignages des proches. Ce traitement de l'information s'apparente à une série télévisée, à un feuilleton dont les acteurs vivent la vraie voix. D'où notre question. Vous réagissez sur le compte Twitter de Sud Radio. La couverture médiatique des faits divers familiaux vous semble-t-elle donc justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante? Et puis, dites-nous tout au 0826 300 300. Alors, donc, vous l'avez compris, je suis seul. Et en plus, pour l'instant, nous n'avons que 2 vraies voix sur 3, décidément. Mais quelle vraie voix! Alors, quelle vraie voix? La plus belle manque. Alors, vous avez déjà reconnu, nous allons commencer évidemment par l'incontournable. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Oui, ça y est, voilà. Vous avez donc Georges Brassens, les quelques notes des copains d'abord, et arrive la magie de la voix. C'est à vous, Philippe. Allez-y. Bonjour. Ah bonjour. Ah, je vous ai surpris à ce point-là. Mais complètement. Oui. Mais je l'ai dit, j'adore l'arrivée de votre voix. Oui, mais vous êtes gentil. Ça n'est pas une considération spéciale que vous avez pour mon cheveu sur la langue. Ah pourquoi? Non, non. En tout cas, vous avez toujours la délicatesse de ne pas informer les auditeurs sur ce point capital. Mais qu'ils entendent par ailleurs. C'est ça. Est-ce nécessaire d'en informer l'existence? Mais j'apprécie votre délicatesse. Alors, vous savez que ces petites particularités... Et la plus belle dont je parlais vient d'arriver. Alors, attendez, parce que ceux qui n'ont que la radio ne l'ont pas encore vu. On va tout... Mais juste pour conclure sur ce que vous disiez, la petite particularité vocale prend toute sa saveur et marque les esprits à jamais. Voilà. Oui, à jamais, si ça pouvait être le cas. C'est le cas. René Chiche est avec nous, directeur des rédactions du groupe Entreprendre La Fond Presse. René Chiche, le vendredi, c'est Bonjour Bonheur. Ah bah c'est toujours bonjour bonheur, et puis surtout quel bonheur de voir arriver Virginie Calmels. Alors c'est incroyable, chère Virginie Calmels, c'est vous, chers auditeurs de Sud Radio. J'ai commencé en disant pour l'instant, il y a 2 vraies voix sur 3, comme il y a un présentateur sur 2. On était limite, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et ils n'ont eu de cesse que de dire elle arrive. Elle est là. Il faut être juste. J'étais aux obsèques de Denis Kessler pour ne rien vous cacher, et j'ai dû quitter la messe avant la fin, ce qui ne m'arrive jamais. Donc voilà, mais je suis là. Bon. Et merci d'être là. Vous êtes présidente fondatrice de Futurae, école Futura. Futurae. Oui, voilà, on le latin, dit. Du latin, Rosae. Rosae. Oui. Alors, le latin, ce n'était pas mon fort, hein, c'est ce que je veux dire. École des métiers de demain dans l'industrie, dans les industries créatives. Et ben voilà, le ton est donné, nous sommes au complet, c'est parti. Ah, presque. Hein. C'est presque parti. Benoît. Alors. C'est l'effet papillon. Voilà.
C'est la petite musique, vous savez, c'est toujours pareil, hein. Alors Benabar, aujourd'hui, on fête les 54 ans du chanteur Benabar. 54 ans, hein. Ah ouais, bel âge. Ouais, voilà. Donc, ça a provoqué chez nous un enthousiasme énorme, j'ai l'impression. vous n'avez pas l'air fan Mais de c'est quelqu'un Benabar. que j'aime bien. Ouais. C'est lui qui a écrit une chanson sur la maison de campagne, assez drôle là. J'ai plus le titre exact. Sur la maison de campagne. Sur la Ça n'a rien maison du tout. de campagne, ça vous dit rien? Non, je sais qu'il a écrit une chanson sur les Carpentiers. Oui, non, chanson non, sur mais les là, Carpentiers, là, il raconte, C'était notre voilà. Madeleine de Proust. Voilà, exactement. Mais là, Les numéros sur la de maison de campagne. Si de Vous votre avez- part c'est une revanche sur le quiz, parce que tout à l'heure je vous Ouais. poserai des questions qui sont difficiles à répondre, et là vous essayez de me poser des questions les plus improbables, c'est-à-dire sur tout le répertoire de Benabar. Donc bon, c'est Benabar, voilà, il fête son anniversaire. Alors ça y est, nous prenons, vous l'avez compris, les auditeurs de Sud Radio, nos marques, hein, parce que ça y est, nous sommes au complet. Donc alors il faut maintenant que nous accueillons celui qui va être l'auditeur témoin. Des vrais voix. Bon, on l'a plus, voilà. Vous voyez, C'est une émission un peu spéciale. j'ai l'impression, aujourd'hui, non c'est ça. C'est une émission un peu spéciale. C'est-à-dire, hier, Cécile de Ménibus m'a dit, écoute Frédéric, tu la feras tout seul, ok d'accord, mais je ne savais pas qu'on allait commencer à 2 sur 3, que l'auditeur, ça ne Mais c'est marchait bien, pas. ils sont comme ça, c'est bien, Mais c'est moi, bien, ça me va c'est bien. bien. Alors, je me tourne donc vers notre excellent réalisateur Benoît Goutor, Voilà. que je salue, et qui me confirme que nous envoyons la rubrique que tout le monde attend. C'est parti. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Nous sommes lancés, cher Philippe Bilger. Vous voulez requérir contre les épigones, vous nous expliquerez, Voilà. qui se croient à la hauteur des modèles, notamment ceux se prenant pour Mendes France et ceux s'imaginant de Gaulle. Oui, mais il y en a d'autres. Mélenchon se prend pour Mitterrand. Je suis frappé de voir à quel point, compte tenu de la médiocrité de notre classe politique actuelle, et je vais faire plaisir à Virginie, bien sûr, en disant cela, beaucoup se croient s'illustrer en faisant référence à des personnalités illustres la plupart du temps, qu'on les aime ou pas sur le plan politique, elles avaient une autre densité, une autre envergure. Qu'il s'agisse de Mitterrand, qu'on peut ne pas aimer, de Charles de Gaulle, que tout le monde admire aujourd'hui, de Pierre Mendès France, il suffit que quelqu'un ait une vague rigueur pour que tout de suite on dise c'est Mendès France. Et donc je trouve que à la fois ça montre la médiocrité de la réalité d'aujourd'hui, pour qu'on éprouve inéluctablement le besoin d'aller s'abriter derrière des personnalités illustres. Dans quelques années, on parlera de Virginie Calmette, c'est une évidence. Et puis donc, J'ai quitté la politique, mon ouais, cher. mais vous allez y revenir, Virginie, c'est pas possible. Vous persistez sur Virginie. Je ne moi, ferai aucun moi, commentaire, mais je Ah vous non, trouve mais- quand même mais René, je très ne touché souhaite par pas Virginie qu'il vienne en Calmette. politique. Cher procureur, est-ce que Et votre deuxième- réquisitoire se et poursuit? deuxième, Allons-y. et Oui. deuxième élément, c'est le fait que c'est la prise de conscience par ces gens-là aujourd'hui qu'il y a encore des capacités d'admiration et qu'au fond ils espèrent, en ayant une parcelle des qualités d'hier, constituer une personnalité valable aujourd'hui. Mais je trouve qu'il faut pas en abuser. Qui peut se dire De Gaulle? Qui peut se dire Mendès France? Et même qui peut se dire Mitterrand, avec les vertus qu'il avait et puis surtout la complexité rouée dont il usait en permanence. L'épigone, celui qui est amené à succéder, mais qui imite en fait celui Voilà. qui il succède. Voilà. Mais Parce que vous, c'est vrai vous êtes personnel, vous inventez. Oh, écoutez, je ne sais pas. C'est fréquent, Virginie Calmels, d'avoir finalement un repère et un peu de le singer. Non, je pense que c'est bien d'avoir des mentors ou d'avoir de l'admiration et de rendre à César ce qui appartient à César. Mais je rejoins totalement Philippe Bilger. Il y a un moment donné où ça devient un peu ridicule quand tout le monde s'auto-proclame disciple ou descendant, ou pourquoi pas carrément oser la comparaison. C'est vrai que ça prouve quand même qu'il y a quand même un sujet aujourd'hui dans notre classe politique. Et puis plus généralement, je rejoins aussi ce qu'a dit Philippe, c'est qu'on est en train
train de se référer à des personnes qui ont exercé de très très hautes fonctions, mais il y a déjà très longtemps. Donc c'est un peu inquiétant pour les Français, d'ailleurs je pense qu'ils le ressentent, c'est-à-dire qu'au fond on a envie d'avoir des maîtres à penser d'aujourd'hui et non pas d'il y a 50 ans. Et je confirme, vous êtes Philippe et Virginie, à l'unisson, vous le dites et vous le clamez sur l'antenne de Sud Radio ce soir. Rapidement, je suis pas tellement d'accord, moi. Il veut se distinguer. Qu'on ait des références, pourquoi pas. Mais je trouve dans le cinéma, qui est votre spécialité, ça marche. Ce n'est dans pas le ma spécialité. sport aussi, on dit tiens, c'est le nouveau Zidane. Là, on dit c'est le nouveau Depardieu. Non, mais justement, je trouve que dans la nouvelle génération politique, je trouve que justement, ils n'essayent pas de singer ou, vous voyez, je sais pas, par exemple, à gauche, j'ai pas l'impression que la nouvelle génération socialiste singe Mitterrand. À droite, par exemple, Darmanin, c'est pas qu'il essaye d'imiter Sarkozy, mais c'est vrai qu'il a un modèle comme Sarkozy. C'est le seul qui peut-être serait dans ce que vous voulez dire, Philippe. Mais sinon, je trouve que par exemple, chez les écolos, par exemple, il n'y a pas de référence spéciale. Donc je trouve au contraire que la nouvelle génération essaye un peu de se distinguer, moi. Message reçu. Allez, nous avançons très vite. Dans un instant, les mots de l'actu de Félix Mathieu. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas, 17h30, notre grand débat sur la ruralité avec un invité qui viendra. Le président du conseil départemental du Cantal, Bruno Faure, sera avec nous. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Et vous, les auditeurs de Sud Radio, vous intervenez au 0826 300 300. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes du jour, la consultation sur Twitter, les réseaux sociaux autour de nos vraies voix. Ce soir, Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmels. Voici le moment référence, le point sur l'actualité. Il est 17h17, voilà. C'est au tour de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Les 3 mots de l'actu, Félix Mathieu, bonsoir déjà. Bonsoir. Alors les 3 mots, oh là là, vous êtes grave, vous avez le ton grave là. Bonsoir. Ouais. Ah voilà, c'est bien. Comme vous voulez. Alors les 3 mots sont aveu, train et avion. Le mari de Karine Esquivillon, mis en examen pour meurtre sur conjoint après ses aveux en garde à vue la nuit dernière. Il la prétendait disparue. Le corps a été retrouvé sur ses indications. Manifestation interdite dans la vallée de la Maurienne. Des opposants à la ligne grande vitesse Lyon-Turin s'y donnent rendez-vous ce week-end. La justice devrait se prononcer d'une minute à l'autre sur leur référé liberté contre cette interdiction. Et puis Emmanuel Macron veut développer l'avion vert en France. L'avion écologique, 300 millions d'euros d'investissement par an dès l'année prochaine. Avion plus léger, plus économe, à l'hydrogène ou bien au biocarburant. Les vraies voix Sud Radio. Après 2 mois et demi de mensonges, le mari de Karine Esquivillon vient d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il la prétendait disparue. Il a finalement craqué la nuit dernière en garde à vue. Les enquêteurs ont pu retrouver le corps dans un bois. Sur ses indications, Michel Pial prétend désormais avoir tué son épouse accidentellement en nettoyant l'une de ses armes, comme le relate son avocat Maître Antoine Horry. Monsieur Michel Pial a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire. Il a décidé de s'expliquer. Effectivement donner sa version consistant à expliquer qu'il s'agissait d'un accident. Maintenant, c'est une instruction qui s'ouvre. Il est épuisé psychologiquement. C'était une garde à vue très éprouvante sur le plan psychologique. Il est épuisé physiquement également. Mais il est soulagé d'avoir pu donner sa version des faits et d'avoir pu livrer ce qu'il avait sur la conscience. Antoine Horry, avocat de Michel Pial après la garde à vue à La Roche-sur-Yon, propos recueillis par Claire Robiche de l'agence France-Presse. En tout cas, depuis ce matin, évidemment, vos médias couvrent largement cet événement. D'une manière générale, ces faits divers familiaux sont très suivis. Ça sera l'objet de notre débat. À 18h30, pensez-vous que cette couverture soit... À vous de nous dire, vous avez la possibilité de faire la consultation sur Sud Radio, le compte Twitter. Deuxième mot, train. Est-ce une nouvelle ZAD qui se profile, Félix Mathieu? Les opposants à la ligne grande vitesse Lyon-Turin affluent dans la vallée de la Maurienne malgré l'interdiction de la préfecture. Rassemblements interdits sur 9 communes. L'arrêté préfectoral est tombé la nuit dernière. L'État dit craindre la présence d'éléments radicaux, des dégradations sur les travaux déjà en cours. Mais les associations écologiques dénoncent cette interdiction
opération dans la nuit pour le lendemain. Elles peuvent d'ailleurs compter sur des soutiens politiques, soutien des Insoumis ou bien des écologistes comme ici Manuel Bompard puis Sandrine Rousseau. J'observe qu'il y a eu une manifestation sur le même sujet le 25 et le 26 mars dernier qui s'est déroulée tout à fait dans le calme et qui n'a pas posé de difficultés. Qu'hier encore il y avait une manifestation des partisans du projet, les opposants à ce projet qui ont des raisons légitimes de manifester contre ce projet. Je souhaite qu'ils puissent manifester. Il y a déjà des lignes qui existent et en l'occurrence en 20 ans le fret ferroviaire entre la France et l'Italie a été divisé par 5. Le fret ferroviaire a été saccagé ces dernières années par manque de soutien public. Donc en fait, les millions qui sont mis devraient plutôt être mis sur le soutien à un réseau de fret partout en France, aux lignes existantes, à la rénovation des lignes existantes, au renforcement des infrastructures déjà existantes. Ça suffirait. En fait, les lignes existantes suffisent. Mais là, en 20 ans, je vous dis, il y a eu une diminution par 5 du fret ferroviaire. Donc on pourrait les multiplier par 5, c'est ce que vous dites. Sans aucun problème, puisqu'il y a 20 ans, ça existait. Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise sur LCI, et Sandrine Rousseau, députée écologiste sur France Info. Cette ligne à grande vitesse Lyon-Turin implique le forage de 260 km de galeries à travers les massifs alpins. Réaction de nos vraies voix. Philippe Bilger, j'ai l'impression que ces interdictions préfectorales ne servent à rien. Je suis curieux de voir si elle va être respectée, j'en doute fortement. Mais évidemment, l'argument qui consiste à dire pour une fois qu'il y en avait une qui s'était bien passée, on va voir ce que va décider le tribunal administratif. Virginie Calmels, les politiques jouent un rôle sur le fait d'attiser le feu là. Une fois n'est pas coutume, je suis un peu d'accord avec Madame Rousseau. Donc vous voyez, t'as un roulement de tambour. C'est enregistré. Non, sur le fret ferroviaire, je trouve qu'elle souligne quelque chose d'intéressant et d'important. Alors, il faut évidemment pas tomber dans les caricatures d'opposition entre la ligne à grande vitesse, etc. Mais là où elle a pas tort, c'est que quand même, on a peut-être un peu trop négligé le fret ferroviaire, alors que ça peut être une solution intéressante, notamment du point de vue écologique, mais plus généralement, c'est-à-dire à la fois en coût, en efficacité, en contournement des grandes villes, en une échappatoire aux camions qui exactement, sont source de problèmes, y compris même en sécurité. Donc ça coche beaucoup de cases, et donc pour une fois, je vais lui donner raison. Au moins sur cet argument-là, mais comme vous l'avez compris, nous sommes en général toujours en très grand désaccord. C'est bien compris. Donc c'est dans l'enregistrement aussi. Faut le préciser quand même. René Chiche, ces histoires de ZAD, là, parce que c'est un petit peu ce qu'évoquait Félix, c'est amené à se développer aussi, hein. Oui, certainement. Mais par exemple, sur le dossier précis là, de la ligne Lyon-Turin, ça ferait donc une deuxième ligne Lyon-Turin, parce qu'il y en a déjà une qui existe, je crois, non ? Alors c'est un contournement en fait là. Oui, une deuxième. Oui, ça serait une deuxième. Ouais. Or, le budget qui est prévu pour ce chantier, il est de 26 milliards d'euros. Alors moi, je me demande si quand même on pourrait pas utiliser un peu d'argent parmi ces 26 milliards d'euros pour faire autre chose. Pourquoi ne pas utiliser par exemple cette énorme somme pour essayer d'améliorer toutes les petites lignes ferroviaires qui existent en France et qui ont du mal à être en activité. Je sais pas, je trouve que c'est un peu spécial de vouloir mettre en chantier cette deuxième ligne qui ne fait visiblement pas l'unanimité, j'ai l'impression. Je sais pas si ça sert vraiment à grand chose, moi. Donc je peux comprendre, même c'est marrant moi aussi, moi, je peux comprendre un peu quand même les arguments de Rousseau et de Bompard, avec lesquels je ne suis absolument pas d'accord du tout en général non plus. Mais sur ce dossier précis, moi, je les comprends un peu. Bon, vous demandez une juste répartition des budgets. C'est ce qui ressort. Allez, troisième mot. On passe à ce troisième mot qui est quoi déjà ? Allons-y, Félix. Avion. Voilà, c'est ça. Avec Emmanuel Macron qui espère verdir la filière aéronautique, des moteurs plus économes, des appareils plus légers, des biocarburants, des moteurs à hydrogène. N'en jetez plus. Le président annonçait tout à l'heure un plan de soutien au développement de l'avion zéro émission. C'était depuis les locaux de Safran, un motoriste aéronautique en Seine-et-Marne. L'État promet de tripler son effort à 300 millions d'euros par an sur les 6 prochaines années. Le trafic aérien a repris. On est au même niveau aujourd'hui qu'en 2019. On veut aussi accélérer l'aide aux acteurs émergents, c'est-à-dire aussi aux start-up du secteur. On a en effet des nouveaux acteurs qui émergent, en particulier avec France 2030, on va mettre 200 millions d'euros sur ces acteurs émergents, principalement pour développer les petits avions électriques et hydrogène. Parce que ça, on y croit beaucoup et on pense que c'est vraiment une filière d'avenir.
L'aéronautique, l'un des rares secteurs où la balance commerciale française est au vert, fait valoir Emmanuel Macron. L'État devrait aussi investir 200 millions d'euros dans le développement des biocarburants innovants. Objectif 500 000 tonnes par an de ces biocarburants innovants d'ici 2030 avec l'installation d'une usine à Lac dans les Pyrénées-Atlantiques. Il ne lâche rien, le président, notamment sur la question des avions verts. Nous l'avons vu Vivatech. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça se poursuit. Gros enjeu. On est bien là-dessus, on a l'impression, Philippe Bilger. Dans ce domaine, mon cher Frédéric, vous avez des spécialistes en face à moi. Oui, mais l'observateur que vous êtes a bien vu quand même que le président était vent debout sur ses projets. Hein. Je constate surtout que le président fait avec force, intensité, énergie, dans une démagogie qui arrive sur le tard, et probablement c'est important, l'avion vert, hein, mais au fond, il précipite à bride abattue l'appréhension de sujets sur lesquels il a trop tardé, peut-être. Voilà. Rien que pour entendre à bride abattue, vous voyez, ça valait le coup de mais réagir. c'est une expression que vous connaissiez. Bien sûr, et vous savez que René Chiche est commandant de bord, donc lui est spécialiste. Non, mais entre le plan France Ruralité et l'avion vert aujourd'hui, je trouve que Emmanuel Macron se met beaucoup au vert ces dernières 48 heures. Pourquoi pas? Mais en même temps, je me dis, mais que d'argent dépensé en si peu de temps. On n'arrête pas de dépenser, mais c'est le principe. Non, mais d'accord. Il faut investir. En même temps qu'il faut. Alors qu'il nous avait dit qu'il fallait arrêter. Oui, voilà, exactement. Je trouve que c'est une. En plus, je vous ai parlé tout à l'heure des 26 milliards pour la ligne Lyon-Turin. Oui, vous êtes à fond dans l'argent là aujourd'hui. Non, mais ça fait, je trouve, des sommes énorme, alors qu'on nous parle de déficit, de réduire les dépenses de l'État, etc. Vous voyez, donc c'est un peu... René Chiche, Virginie Calmels va vous dire que peut-être comme Schmitt, hein, le fameux théorème de Schmitt, les investissements d'aujourd'hui sont les profits de demain. Si Virginie le dit, d'accord. Vous savez, je suis très attachée à la baisse de la dépense publique, donc je devrais emboîter le pas de mon ami René Chiche. Pour autant, je ne vais pas être d'accord. C'est-à-dire que là, on parle de sommes qui sont vraiment pas très importantes. 200 millions, on n'est pas sur les 26 milliards de l'investissement. Et c'est surtout le service, c'est surtout les entreprises privées qui là investissent. En revanche, là, moi, je suis plutôt favorable à ce que on change de paradigme. On voit bien qu'on a un sujet sur la planète, l'écologie, et que c'est devenu un thème incontournable. Et j'aime bien quand même, moi, quand le président de la République souligne l'innovation portée par des acteurs privés qui vont inventer des solutions plutôt que l'économie, l'écologie punitive des acteurs économiques. C'est entendu, on s'arrête là parce que le temps tourne. Merci Félix Mathieu. Vous êtes toujours avec nous, les vraies voix. Dans un instant, le premier grand débat. On parlera de la ruralité. 0826 300 300, vous intervenez puis vous donnez votre avis sur la question du jour sur le compte Twitter. Nos campagnes sont-elles encore attractives? Avez-vous envie d'y habiter? Y croyez-vous? À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. C'est parti, vous intervenez 0826 300 300, vous avez la parole. Nos campagnes, nous y sommes tellement attachés, nous allons en parler. Elisabeth Borne s'engage pour les campagnes de notre beau pays. La ministre a présenté hier son plan France Ruralité lors de son déplacement à Vienne dans l'Isère. Elle a promis le retour des services publics, postes, écoles, hôpitaux. Près d'un tiers des Français vivent dans ces territoires ruraux. Je vous rappelle que ce soir, nos vraies voix sont Philippe Bilger, son Virginie Calmels et son René Chiche, que nous allons, pour évoquer ce très beau thème de la ruralité, nos campagnes sont-elles encore attractives? Nous allons accueillir Bruno Faure, qui est le président du conseil départemental du Cantal. Merci d'être avec nous en studio sur Stud Radio. Bonsoir Bruno Faure. Bonsoir. J'accueille aussi notre invité téléphone, parce que vous savez, tout à l'heure on a essayé de l'avoir, ça ne marchait pas. Il est là. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Vous êtes prêt à intervenir sur la question, bien sûr. Vous nous appelez d'où? Fontainebleau. Aux alentours de Fontainebleau. Ah oui, donc dans le sud de la Seine-et-Marne. Vous avez hésité, vous ne saviez plus où vous habitiez peut-être, non Philippe? Si, mais je dis Fontainebleau parce que si je vous donne le nom de la petite commune où j'habite, à mon avis, vous n'allez pas la situer. Ah, vous savez, vous parlez à un ancien cycliste Seine-et-Marnais qui a fait toutes les routes d'entraînement, donc je risque de connaître, mais c'est pas grave. Allez. Bon, voilà. Alors, allons-y, lançons-nous, vous restez avec nous. Nous avons évidemment beaucoup de choses à évoquer. Vous y croyez, vous, Philippe Bilger?
à nos campagnes? Non seulement j'y crois, mais si vous me le permettez, j'aurais deux souvenirs. Mon grand-père paternel était un paysan et ma mère a été la première femme en France à créer une société d'importation de machines agricoles. J'ai toujours eu un faible pour le monde de la paysannerie, de l'agriculture, et probablement il m'a collé heureusement au basque par rapport à un certain vernis parisien, mais plus en allant vers le fond du problème, et Monsieur le Président nous dira ce qu'il en pense, je suis frappé de voir à quel point, depuis quelques années, il y a à la fois un constat élogieux sur le rôle de la ruralité, sur l'importance du monde paysan, de l'agriculture, et en même temps, j'ai l'impression qu'à intervalles réguliers, on éprouve le besoin de parler de mesures pour remettre à l'honneur la ruralité, de telle manière qu'on est amené à penser qu'en réalité, elle ne progresse pas. Et je suis très curieux de savoir si ce plan très réduit qu'annonce Elisabeth Borne sera pour une fois un plan plus efficace que les précédents. Nous continuons notre petit tour de table avant d'instaurer le débat et le dialogue avec Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal, qui est avec nous. Virginie Calmels, attractive ou pas aujourd'hui ? Bah écoutez, pas assez. Mais pourquoi ? Parce que il me semble qu'on a manqué de vision. C'est-à-dire qu'on a déversé beaucoup d'argent dans les banlieues, mais on a délaissé les territoires ruraux. Et on les a délaissés notamment sur ce qui fait la vitalité d'un territoire, ses services publics. Donc comment voulez-vous qu'elle soit attractive quand vous n'avez plus d'école ou plus d'hôpital ? Donc ça, c'est un point majeur. Et également, moi je connaissais bien la région Nouvelle-Aquitaine, dans la Creuse, vous aviez encore des endroits où, au XXIe siècle, il y a des zones blanches. Donc on avait un sujet également. Aujourd'hui, pour être attractif, un territoire, il doit être connecté. On ne peut pas attirer des emplois, attirer des entreprises si on n'a pas un développement numérique. Et malheureusement, ça s'est fait. Alors c'est en train de se rattraper. Je vais mettre une note positive. Mais il a fallu beaucoup d'années pour finalement forcer un certain nombre d'opérateurs à développer la liaison numérique, qui est un prérequis absolu avec le désenclavement des territoires, c'est-à-dire les sujets de transport dont on vient de parler il y a 2 minutes. Donc j'aurais tendance à dire ce n'est pas assez attractif, faute de vision politique et d'investissement il y a déjà longtemps. Et j'aurais quand même envie de dire, attendez, on a un pays magnifique. On a la chance d'avoir des territoires extraordinairement beaux et de fait. On a tout dit là. Nous allons développer. On a tout dit. Pour l'instant, les auditeurs de Sud Radio disent oui, les campagnes sont attractives à 61% contre 39%. René Chiche, juste un petit mot avant d'aller voir le président. Juste un petit mot. La réponse pour moi est oui. Oui. D'abord, il y a des sondages qui disent que les Français sont très favorable à l'idée de vivre à la campagne. Alors attention, lorsqu'on parle des campagnes, on ne parle pas que des agriculteurs. Il y a des gens qui vivent à la campagne qui ne sont pas agriculteurs. Or, depuis le Covid, on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de vivre. Et moi, j'ai des exemples concrets. Pas dans votre région, Monsieur le Président, mais qui est une très belle région, mais par exemple près d'Angers, des petits villages, près de Tours. Moi, j'ai un ami dans les médias qui vient de s'installer il y a 2 ans dans une ferme à Nevers. Vous avez des amis dans les médias? J'ai un ami, j'ai qu'un ami. Et j'ai 50 et demi, mais j'ai un ami. Et il vit à Nevers, dans une ferme. Ça n'empêche pas de venir une fois par semaine à Paris, parce que c'est à côté de Paris. Donc c'est vrai que c'est une sorte d'envie des Français. Maintenant, je suis d'accord avec ce qu'a dit Virginie et Philippe. C'est vrai que il était nécessaire de mettre en place, alors c'est vrai que c'est un petit plan je trouve, lorsque j'ai vu qu'il y avait 12 millions d'euros pour favoriser l'implantation de commerce dans les campagnes, ça me paraît vraiment un pourboire. Mais effectivement, il faudrait à mon avis quand même un plan de plus grande ampleur. Et puis, est-ce que ce plan sera vraiment concret dans les faits? Parce que souvent, on annonce des plans qui ne sont jamais suivis d'effets dans la réalité. Bon. Ça, c'est un peu le problème des politiques. René Chiche, vous avez terminé votre propos. Nous sommes avec donc le président du conseil départemental du Cantal, Bruno Faure. Bruno Faure, vous avez entendu nos vraies voix. Est-ce que vous, dans le Cantal, vous sentez le retour éventuel ou l'arrivée éventuelle de nouveaux habitants, ou c'est plutôt l'exode? Non, c'est toujours. Enfin, le département du Cantal a cette particularité, c'est un des départements qui perd encore de la population. Ça, c'est le côté négatif, même si on a largement, j'allais dire, atténué cette perte. Ceci dit, dans l'évolution de la population, il y a 2 critères.
il y a le solde migratoire qui est devenu positif, lui. On perdait en solde migratoire la différence entre les gens qui viennent dans le département et ceux qui en partent. Il y a une vingtaine d'années, on en perdait 1000. Aujourd'hui, on gagne plus 800. Donc ça, c'est le point positif. Donc effectivement, il y a un retour vers les campagnes. Ceci dit, on reste un département âgé, donc en solde naturel, différence entre les décès et les naissances. Là, on est à moins 1000, donc on continue effectivement de voir la population s'effriter. Mais effectivement, on sent un attrait pour les campagnes. Alors les campagnes sont diverses en France. Il y a celles qui sont à proximité de métropoles, de centres urbains, et puis il y a celles qui sont un peu... Le Cantal, vous êtes quand même assez éloigné. La grande ville... Pas loin, bon, il y a Aurillac dans le Cantal, mais après, c'est Clermont-Ferrand, la capitale régionale. Après, c'est loin. On est par excellence les espaces interstitiels. Alors, c'est important parce que c'est ce qui permet de tenir les muscles, tout ça. Voilà. Mais nous sommes effectivement un peu loin pour sentir l'attractivité de Clermont-Ferrand, de Toulouse ou autre. Bon, réaction 0826 300 300. Philippe, nous le disions, vous habitez à Fontainebleau. Vous êtes un peu entre les deux. C'est quoi la vie rêvée? C'est plus la campagne, c'est plus la ville. Est-ce que c'est jouable aujourd'hui de vivre à la campagne, Philippe, pour vous? Donc bon, alors, moi je vais mettre un bémol dans tout cet enthousiasme, parce que je vais vous expliquer moi mon parcours, de moi et mon épouse et de ma famille. Donc nous, on a quitté la petite couronne parisienne parce qu'on n'en pouvait plus. On avait nos 2 filles qui étaient très jeunes à l'époque, et on voulait s'éloigner un peu de ce qui est devenu un peu la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette agressivité, etc. Et on avait envie de calme. Donc c'était nous, on avait fait un choix. Où exactement dans la petite couronne? Petite couronne, en fait, on était Grigny-la-Grande-Borne, Athis-Mons, enfin voilà, tous les coins, Corbeil-Essonnes, Tarteret, enfin voilà, tous les endroits. L'Essonne difficile. Tous les endroits qui font rêver, quoi. Donc, nous, on s'est posé la question, et à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Donc, nous, on avait la chance d'être installés, d'avoir un travail, d'avoir les moyens de faire des sacrifices, et donc on a fait un sacrifice, c'est-à-dire qu'on a choisi de s'éloigner. Donc, on est descendu, quand je dis Fontainebleau, on a choisi une petite commune, alors je vais vous la citer, elle s'appelle Laurel-Bocage. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, et nous, on a choisi cette petite commune, pourquoi? Parce que déjà, on s'était donné 1 heure maximum, alors maintenant c'est même plus 1 heure, puisque vu la circulation c'est pire, maintenant c'est 1h15. Bon, moi je suis cadre commercial, donc ça me dérange pas de me déplacer, mais mon épouse elle fait le trajet. Bon, ça c'est une chose. Mais donc du coup, nous, les critères qu'on avait pris en question, c'est l'école, le collège. On a eu la chance qu'à Laurel-Bocage, on a une école et un collège. Ça c'était le premier critère, parce que ça permettait... Et le deuxième et le deuxième, pharmacie, petit commerce de proximité, voilà, et d'avoir tout en gros à pied 5 minutes, en voiture 1/4 d'heure, 20 minutes. Voilà un peu comment ça s'est décidé. Donc maintenant, pour que les campagnes deviennent attractives, moi je vais vous dire, je fais le trajet tous les jours. Quand je vois tous les gens qui montent sur la grande couronne parisienne, pour aller travailler sur Paris. Donc si on veut rendre les campagnes attractives, déjà, il va falloir mettre du boulot à côté des gens pour qu'ils travaillent à côté de chez eux. Logique. Quand les gens ils ont du boulot à côté de chez eux, eh ben il y aura du commerce. On pourra avoir des tabacs comme on avait dans ma commune quand moi j'étais petit et que j'allais chercher mes petits caramels mous et tout. Voilà. C'est des bons souvenirs. Ouais. On aura des gens qui pourront s'installer avec une boulangerie. On aura tout ça. Bon, voilà. Philippe, le travail il est très loin. On instaure le dialogue. Restez avec nous. Bruno Faure, ce que vient de dire Philippe, c'est la base. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ça, vous, par exemple, dans le Cantal, aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable de répondre à ces attentes? Mais je crois que dans le témoignage qu'on a eu, le point crucial, c'est la mobilité. Mobilité, parce qu'une entreprise, alors certaines travaillent sur le net, la fibre, ça marche. Encore faut-il l'avoir, mais on y travaille. Mais sinon, c'est le rail, c'est la route. Et sur les politiques d'État, il y a bien longtemps que la DATAR a disparu, que nous avons perdu des politiques d'aménagement du territoire. Et souvent, ces territoires éloignés ont des difficultés de mobilité. Vous ne ferez jamais venir une entreprise si vous avez des difficultés de mobilité, que ce soit pour le transport des marchandises, des matières premières ou simplement des collaborateurs. Question. Alors, j'allais vous donner la parole. Allez-y, Philippe Bilger. Il anime. Oui, c'est mon métier. En fait, voilà. Monsieur le Président,
À votre avis, quelle serait la première mesure pour pallier ces terrifiants déserts à tout point de vue? On parle des déserts médicaux et je me rappelais la réponse de quelqu'un qui disait déserts médicaux, mais c'est d'abord les déserts tout court. Comment fait-on, à votre avis, pour remédier à cette tragique absence des services publics, à ce sentiment d'abandon, d'éloignement? Quelle est, à votre avis, la faille essentielle des politiques qui, jusqu'à maintenant, ont échoué? Mais c'est bien la disparition d'une politique d'aménagement du territoire. Imaginez que dans le Cantal, vous mettez plus de temps aujourd'hui pour venir en train à Paris qu'en 75. Ah oui. Voilà, c'est le triste. C'est ce qu'on appelle le non-progrès, en fait. C'est le triste constat. Enfin, c'est pire qu'un progrès, là, c'est une régression totale. Oui, le non-progrès, c'est ça. Voilà, on n'a pas eu d'aménagement sur les réseaux routiers conséquents de manière importante. Alors, il nous restera toujours, les kilomètres sont toujours là, mais il faut que ce soit de manière, j'allais dire, sécurité. Et je voulais simplement reprendre au moment du Covid, lorsque nous avons eu la phase de confinement. On a accueilli 12 000 personnes dans le département. On a eu ça par les données des opérateurs de téléphonie. Donc, et les gens voulaient s'installer à long terme ou pas? Alors c'était les gens qui étaient venus parce qu'ils avaient une maison, parce qu'ils avaient de la famille, etc. On a interviewé quelques télétravailleurs pour savoir est-ce qu'ils pouvaient imaginer pérenniser une activité de télétravail dans le Cantal. Ils nous ont tous dit oui, sous réserve que nous soyons capables de pouvoir rejoindre nos entreprises parce qu'on doit retourner voir nos collègues, etc. de manière régulière. Et donc on souhaite pouvoir y aller de manière, j'allais dire, confortable, enfin rapide et confortable. Et donc la mobilité, c'est essentiel. Et ensuite, vous retrouvez toutes les infrastructures essentielles. C'est sur la santé, on invente beaucoup de mesurettes, mais ce qu'il nous faut surtout, c'est des hôpitaux de proximité, des hôpitaux périphériques modernes. Dans l'échange avec Virginie Calmel, cette fois-ci, qui échange avec vous, Bruno Faure. Non, mais moi, j'étais d'accord avec ça. Je pense que dans l'aménagement du territoire, le point numéro 1, c'est le désenclavement. Donc ça, c'est crucial. Donc ça veut dire que soit... Alors après, il y a des débats politiques. Certains privilégient la route, d'autres le rail. Mais quoi qu'il arrive, le désenclavement est majeur. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, il faut évidemment la connexion Internet à la fibre, parce que même les agriculteurs aujourd'hui ont besoin aujourd'hui de dialoguer, d'avoir une connexion numérique. Donc c'est dans tous les secteurs, c'est pas uniquement pour le secteur digital, c'est vraiment transversal. Et puis l'attractivité, une fois encore, je crois que la volonté, Philippe parlait tout à l'heure de ses racines. Et au fond, en France, on a tous des racines de paysans, on a un attachement à la terre, on est très supporters de nos agriculteurs, de nos viticulteurs. On aime au fond, et d'ailleurs on se lamente de voir qu'on les abandonne et qu'il y a autant de suicides. C'est comme si on se disait je rêve d'y vivre mais je ne pourrais pas. Je crois que les Français sont très attachés, mais aujourd'hui ils considèrent pour plein de très bonnes raisons que ce ne serait pas viable pour une famille, pour des raisons d'accessibilité aux soins, à l'éducation et à leur emploi actuel. Donc tant qu'on n'aura pas résolu ce problème-là, et malheureusement là je pense que ça passe, une fois encore moi je suis pas pour la dépense publique, sauf quand elle est dans l'investissement et qu'elle profite à tous. Et ça c'est du bon argent public quand c'est de l'investissement de long terme avec une vision, parce que le luxe de demain ce seront les espaces au lieu de concentrer tout le monde dans les métropoles. Et c'est ce qu'a voulu mettre en avant la Première ministre avec son plan France Ruralité. René Chiche, question à Bruno. Mais moi je vais être plus court que Virginie. Question à Bruno. Bruno. Je crois à participer au tunnel Lyon-Turin. Allez-y, vous provoquez les uns les autres. Là, les vrais gens. Allez, question. Je voulais poser une question à notre invité, Monsieur le Président, une question toute simple. Que pensez-vous du plan France Ruralité qui a été annoncé hier? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un plus? C'est positif? Ou bien vous pensez que c'est quand même un petit plan? Alors, il y a un point favorable. Un point favorable, justement, pour l'attractivité, les entreprises ou autres, c'est, on va dire, la pérennisation des ZRR. Ça, c'était essentiel, effectivement. C'était une demande de la ruralité globalement. Pour le reste, pour moi, ça reste quand même de la mesurette. D'accord. Alors des mesurettes qui peut être intéressantes. Parfois, la prime qui est donnée pour les propriétaires qui vont libérer, faire des travaux et mettre un immeuble vacant en location, ça c'est positif. Ceci dit, j'allais dire, l'ambition n'y est pas. Avec 30 millions d'euros par an, c'est 6 000 logements. En termes de quantité financière, là, pour vous, ça marche pas. Vous êtes déçu par ce plan. On est déçu. Je suis déçu, effectivement. Je suis déçu, effectivement, par ce plan sur sa globalité. D'accord.
Le programme Village d'avenir pour accompagner sur mesure les petites communes et les aider à monter leurs projets. Accompagner sur mesure, ça c'est quand même intéressant. Oui, alors je pourrais vous répondre aussi. Aujourd'hui, on a fait des procédures tellement complexes, on a tellement complexifié l'élaboration des projets, la réglementation, que l'on est obligé de mettre à disposition des élus une personne supplémentaire, un interlocuteur supplémentaire, pour que ceux-ci arrivent à s'y retrouver, tellement que c'est compliqué. Ça ne va pas simplifier le bazar. La première des choses était peut-être déjà de simplifier l'ensemble des procédures avant de parler d'ingénierie. Quand on parle d'ingénierie, c'est toujours très technocratique. Bruno Faure, merci d'être venu nous voir. Vous êtes le président du conseil départemental du Cantal. On y vit bien dans le Cantal. On y mange bien. Et surtout, on respire l'odeur de la nature. Bien ça, sûr. je trouve ça magnifique. Dans un instant, Philippe, notre auditeur, est resté avec nous parce qu'il va vous défier les vraies voix. Nous allons jouer le grand quiz de l'info. Magnifique. On est prêts. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Et cette couleur toujours particulière le vendredi soir avant le week-end. Et René Chiche est déjà en week-end, vous l'avez compris. Nos vraies voix sont remontées ce soir comme jamais. Heureusement qu'il y a le toujours très pondéré Philippe Bilger. Très pondéré, c'est l'adjectif que je préfère. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a aussi la très conflictuelle Virginie Calmel, ce qui déclenche chez René Chiche des élans. Ça sent la guerre. Ça sent la guerre. Moi, je suis pas du tout conflictuelle. C'est quoi cette espèce de caricature? Elle nous fait perdre la tête. C'est bien que vous soyez conflictuel puisque nous lançons, nous lançons le jeu. Les vraies voix. Je vous l'avais dit, ça va être difficile. Attention, on va jouer ensemble, donc là, il faut se tenir. C'est qui a dit là? C'est parti. D'accord. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Alors, ça s'appelle le quiz de l'actu et ce sont des questions qui c'est qui l'a dit. Voilà. C'est-à-dire que René mélange tout ce soir. Philippe de Fontainebleau est avec... Enfin, alors, moi, je prononçais Lorez-le-Bocage quand je passais, mais on vous dit Laurel-Bocage, donc, hein Philippe. Ouais, moi je le prononce comme ça, mais si vous voulez prononcer le Lorez-le-Bocage. C'est gentil. Petit aparté, faut savoir que dans ce collège qui est à Lorel-Bocage, le bien regretté Samuel Paty enseignait, et mes deux filles ont la chance de l'avoir eu comme prof d'histoire. Oui, d'accord. Précision très importante. Voilà. Je peux vous dire que ça devait être vraiment un très très bon prof, parce qu'il a vraiment marqué l'esprit de mes deux gamines. D'accord, très bien. Merci Philippe pour cette évocation de souvenir de Samuel Paty. Bon, allez, vous êtes prêts, vous devez jouer, Philippe. Contre qui vous jouez, sous-entendu, quels sont les deux que vous mettez dans votre poche? Alors, allez-y, Virginie, René ou Philippe? Les deux que je vais mettre dans ma poche, et je vais faire la parité, puisque c'est toujours de bon ton maintenant à notre époque. Dans ma poche, je vais mettre Virginie et Philippe Bilger. C'est-à-dire que vous jouez contre René, quelque part vous imaginez que la victoire sera peut-être un peu plus facile. René, il faut le reconnaître quand même. Oui, non, je ne veux pas sous-estimer Monsieur Chiche, mais bon, C'est-à-dire qu'il me prend pour un nul en fait, c'est ça? Non. Allez, c'est parti, attention. Il est très excité. Écoutez bien. Question donc, qui c'est qui l'a dit? La politique, c'est une question d'éthique. Qui a dit ça? Oh là. Alors là, ceux qui ont Philippe, de nos jours, il y en a qui ont dit ça. Oui, c'est vrai que ça surprend. Qui peut dire ça? C'est une femme politique, déjà, je vous aide. Mais ils avaient Le Pen. Borne. Non. Rousseau. Oui, Rousseau, Sandrine Rousseau. Bonne réponse. Elle n'a pas dit le prénom. Bonne réponse de Virginie Calmel, s'il vous plaît, les vraies voix. Attention, ça fait 2-0 pour Philippe contre René. Question, qui c'est qui l'a dit? Le PSG est ma seule option pour le moment. C'est Philippe qui a réagi le plus rapidement au standard. Ça fait très loin. 4-0 contre René Chiche. Oui, moi j'ai les casques et j'entends. Bravo Philippe, vous prenez les 2 points. Il est honnête. Troisième question, qui c'est qui l'a tweeté? Avec le pacte asile et migration, ce sont les ONG complices des mafias de passeurs qui détermineront sous la Marine Le Pen. Philippe Bilger a été le plus rapide et pourtant René Chiche avait aussi dégainé rapidement. 6-0, ce n'est pas encore terminé. Nous avons. Il avait mal répondu. Mais il est trop excité. Mais pas du tout, mais c'est tellement dur ce jeu. J'essaye de redonner confiance. Allez. Question, qui c'est qui l'a dit? Les macronistes, de manière générale, ont un grave problème avec les contre-pouvoirs.
Bompard. Oui, Bompard, bonne réponse. Bonne réponse de René Chiche. 6-2. Plus on va vite, plus vous avez une chance. Ça fait 6-2. Qui c'est qui l'a dit? Les ruralités ont tout pour réussir. Borne, voilà, Virginie Calmel, ça dégainé vraiment. C'est donc une victoire, mais pour l'honneur, j'aimerais qu'on se lance dans ce dernier qui c'est qui l'a dit. Zelensky n'est pas juif, mais la honte pour le peuple juif. Ça doit être Poutine. Ça ne peut être que Poutine, une déclaration aussi horrible que celle-ci. C'est Poutine qui a dit ça. Donc, victoire donc de Philippe de Fontainebleau avec Philippe Bilger et Virginie Calmel. Et on a donné... Tant mieux pour Philippe de Fontainebleau. Virginie, on a lâché 2 points. Philippe, vous avez participé à la victoire collective en plus. Bravo. Non, mais les questions n'étaient pas d'un assez bon niveau pour moi. Voilà. Mais il aurait fallu qu'on l'interroge sur Cannes. Pas que sur Cannes. Alors, bravo à Philippe. Philippe va revenir puisqu'il est notre auditeur témoin ce soir. Mais vous aussi, les auditeurs, vous appelez au 0826 300 300. Vous réagissez à tout ce que vous écoutez, tout ce que vous entendez. Il y aura un petit coup de cœur aussi qui arrive. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix ce soir avec Philippe Bilger, le président de l'Institut de la Parole, René Chiche, le directeur des rédactions du groupe Entreprendre, la Fond-Presse, et Virginie Calmel, présidente fondatrice de Futurae, école des métiers de demain, qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Mais qui va se développer prochainement à Bordeaux. Eh oui. À la rentrée pour une antenne spéciale. Ouais. Alors les nouvelles technologies, les métiers d'avenir, l'industrie, justement, c'est l'objet de mon coup de cœur. Alors c'est bizarre, habituellement Cécile me lance pour le coup de cœur. Là, Cécile n'est pas là, elle reviendra bien sûr, mais je me lance moi-même, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Alors, comment arriver à joindre l'élu de votre cœur, vos proches, vos clients, patrons, quand des milliers de personnes saturent le réseau téléphonique lors d'un événement où vous êtes rendu? Une concentration d'accros. Ils écoutent la musique avec un téléphone. Ils parlent dans la rue avec un téléphone. Ils se photographient avec un téléphone. Incroyable Philippe Catherine, avoir fait une chanson. Alors oui, nous avons tous en tête les prochains Jeux Olympiques et si on doit appeler les secours en urgence lors de la cérémonie d'ouverture par exemple et qu'on tombe sur le répondeur, alors ça peut faire ça. Alors simplement, j'ai besoin de refaire mon message, donc je vous demande le silence 2 petites secondes, hein, ça va être bien sûr très rapide, hein, je me dépêche. Bonjour, vous êtes bien chez moi, Robin, je suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message avec vos coordonnées, je vous rappellerai de mon retour, préparez le bip, sur l'heure qui va suivre, merci d'avoir appelé, au revoir, à très bientôt. Tac. Voilà, on l'écoute, hein, pour voir si ça a bien marché. Bonjour, vous êtes bien chez moi, Robin, je suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message avec vos coordonnées, je vous rappellerai de mon retour, préparez le bip, sur l'heure qui va suivre, merci d'avoir appelé, au revoir, à très bientôt. Eh ben, moi je tombe sur un truc comme ça, hein, je peux te dire que je laisse pas de message. Hein. Voilà, donc évidemment, ça nous pose à tous ces problèmes et il va bien falloir s'organiser. Eh bien, le nouveau téléphone infaillible arrive sur le marché. Ça marche, c'est une découverte d'Orange, c'est ce matin dans le Parisien. Alors, essayez par exemple. C'est bon, Anaïs. Bon, alors, pour être très clair, parce que ce téléphone nous pose des problèmes, et donc avec ce smartphone équipé d'un logiciel baptisé Push to Talk, la communication avec les secours sera maintenue. Orange, partenaire de Paris 2024, innove pour les prochains Jeux. Donc, comment ça marche? Le concept s'appuie sur un gros smartphone armé d'un écran tactile où seul le logiciel a été installé. Rendez-vous compte, c'est une trouvaille. Ça va cartonner et on pourra toujours essayer de téléphoner. Ce serveur est exclusivement réservé aux adultes. Si tu n'es pas majeur, raccroche immédiatement après le bip. Attendez, j'ai pas compris. Tu n'as pas raccroché. Ah non. Tu es donc majeur. Ah bah oui. Alors tape tout d'abord les 16 chiffres de ta carte de crédit sur ton clavier. D'accord. Comment t'appelles-tu? Ah, je m'appelle Gérard Bouchard. Quel joli nom. Gérard Bouchard. Voilà, Derek, c'est magique ce téléphone. En préparant ce coup de cœur, je me suis dit mais que d'émotions avec ce téléphone. Et encore une fois, le coup de cœur du jour, c'est bien ça, c'est une trouvaille. Il n'y a plus qu'à aller faire la fête aux Jeux Olympiques, quel que soit le problème, vous serez secouru. Salut Poulette. Oui.
Évidemment, il manquait plus qu'eux, Serge Gainsbourg et Jeanne Berkin. C'est vrai que c'est un problème dans notre société, ce téléphone. Ça sature. Vous en servez à chaque fois, Philippe Bilger? Vous êtes du genre à être accro? Non. Non, en fait... vous envoyez des petits textos, par exemple. Oui, mais à un certain moment, j'ai découvert à ce point l'utilité des SMS que lorsque j'avais mes enfants à 10 mètres de moi, je leur envoyais des SMS au lieu de leur parler. Et donc, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y avait une politesse élémentaire qui devait faire qu'on élimine les portables lorsqu'on est censé communiquer avec autrui dans la vie familiale ou ailleurs. Avec René Chi, je peux l'utiliser, mais avec Virginie, je le ferai jamais, par exemple. Virginie Calmels, on parlait des métiers de demain. Ça fait partie des vrais problèmes aujourd'hui parce que le téléphone est tellement présent que ça sature. Et là, sur les JO, il faut s'organiser. Il y a une trouvaille, c'est bien. Ouais. Oui, c'est super. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, on a une jeune génération qui est vraiment née avec un téléphone totalement greffé à l'oreille. Et ça, c'est difficile de... Il faut réfléchir au sevrage. Et je pense qu'on aura besoin, malheureusement, à un moment donné, quand même, de mettre le haut là sur une surconsommation des écrans et des téléphones notamment. Oui, on l'entend dans la chanson. Oh, je raccroche. Non, mais elle raccroche jamais. Allez, place maintenant à Félix Mathieu. Félix Mathieu, le Top Clic. BFM présente ses excuses après une blague de très mauvais goût qui n'aurait jamais dû passer à l'antenne. Oui, il faut dire que le sujet était particulièrement grave. Il ne se prêtait pas vraiment à des blagues à l'antenne. La chaîne d'infos en continu évoquait les aveux en garde à vue du mari de Karine Esquivillon la nuit dernière, puis la découverte dans un bois du corps de cette mère de famille. Ce matin, l'animateur de BFM TV, Bruce Toussaint, parlait avec un reporter présent sur place. Il l'interroge sur l'état d'esprit de la famille endeuillée. Et comme pour se moquer de sa question, on entend une voix lui répondre à la place du journaliste sur le terrain. Une blague qui n'était pas du tout faite pour passer à l'antenne. Est-ce qu'on sait comment la famille, les proches de Karine réagissent depuis malheureusement ce dénouement? Très bien, ils sont heureux. Une petite fête est prévue ce soir au village. Les proches de Karine, déjà les proches, l'entourage en règle générale, les amis très largement, eux ils sont tous effondrés. C'est incroyable. Oui, alors on entend le vrai reporter ensuite reprendre, mais il reprend la main, mais par-dessus, c'est une autre voix. C'est une autre voix. Alors la chaîne a présenté ses excuses dans la foulée, notamment sur Twitter, en réponse à un article du site Pure Média qui relate l'incident. Suite à une erreur technique, nous regrettons la diffusion de propos inappropriés qui n'ont pas leur place sur notre antenne. Nous présentons nos excuses à la famille de Karine Esquivillon et à nos téléspectateurs pour cet incident. Depuis ça, le directeur général de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, a livré des explications un peu plus détaillées à Libération tout de même sur ce qui s'était passé pour en arriver à commettre une telle bourde à l'antenne. Alors je le cite, ce sont ses explications. Un ingénieur du son pensait ouvrir le micro du reporter sur place et il a ouvert celui d'un autre reporter ailleurs qui suivait une toute autre actualité, celle des soulèvements de la Terre. Comme tout reporter sur le terrain, ce dernier, l'autre reporter, entendait ce qui se disait en plateau. Il attendait son tour pour faire son duplex. Et il a fait ce commentaire au 3e degré, explique Marc-Olivier Fogiel. Sauf qu'il ne savait pas évidemment qu'il était à l'antenne. Une grosse erreur qui devrait, selon le directeur général de BFM TV, entraîner un rappel à l'ordre, un rappel ferme des règles par les chefs respectifs, tant du reporter qui a fait la mauvaise blague que de l'ingénieur du son qui a ouvert le mauvais micro. Bon, en tout cas, ce n'est pas la première fois que la chaîne s'excuse pour une mauvaise blague passée par erreur à l'antenne au pire moment. En 2018, déjà en pleine édition spéciale sur la mort du terroriste Sherif Shekat, la chaîne avait diffusé par erreur une musique de Bob Marley, I Shot the Sheriff. On apprend donc que Sherif Shekat a tiré sur 3 policiers plus précisément, qui l'ont tué en ripostant. C'est la procédure. Évidemment, lorsqu'on est visé... Le pire, c'est que ça avait duré, c'était interminable, ça avait duré 2 minutes. On voit les intervenants à l'antenne qui font comme si de rien n'était. 2 minutes, le temps que quelqu'un, à l'époque, réalise que la blague de l'équipe technique, le jeu de mots sur le mot shérif, était en train de passer par erreur à l'antenne. Et déjà, il y a 5 ans, ça avait entraîné évidemment de plates excuses de la chaîne dans la foulée. Alors que tout le monde tienne cette chronique pour information...
Au moment où on n'est plus à l'antenne, on se tait. Donc là, je vais envoyer la publicité. On revient dans un instant, les vraies voix. Taisez-vous bien, vous pourriez être à l'antenne. Et comme depuis tout à l'heure, ce que vous dites n'est pas toujours bien tenu, attention, nous sommes peut-être à l'antenne. À tout de suite, les auditeurs de Sud Radio. Les vraies voix se coursent. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les vraies voix. Là, vous étiez à l'antenne, ça parlait hors antenne. On était quand même un petit peu dans cet exemple-là. Attention, le direct. On était en plein dans le sujet. Hein. Philippe Bilger est notre vraie voix ce soir, tout comme Virginie Calmels et René Chiche. C'est un moment important pour nous, vraies voix. Vous savez, les auditeurs de Sud Radio, vous pouvez d'ailleurs réagir à ce qui va être dit au 0826 300 300 parce que c'est le tour de table. Ils ont choisi des événements de l'actualité, nos vraies voix. Vous regardez les actualités régionales? Tour à tour, Pinot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je suis Le tour de table. De l'actualité. Autour de la table et à ma gauche, pour commencer dans le sens des aiguilles d'une montre, Philippe Bilger, vous revenez sur la première ministre qui vapote à l'Assemblée nationale alors qu'elle n'en a pas le droit. Il n'y a pas de petite transgression, c'est ça ? Pour moi, en tout cas, évidemment, ça peut apparaître dérisoire par rapport à d'autres imperfections politiques ou autres, mais tout de même, on ne donne pas un si petit grain à moudre aux oppositions lorsqu'on prétend être impitoyable. Et dans l'interview du Parisien, elle dit « ils ont un comportement inqualifiable », elle-même viole une règle à l'Assemblée nationale en vapotant alors qu'on a vérifié, on n'a pas le droit dans une collectivité publique de vapoter. Alors évidemment, on peut traiter ça en disant mais de minimis curat prétor. Moi, je pense qu'en c'est du latin, ça. C'est du latin. Merci. Mais je pense que précisément, malheureusement, une des faiblesses françaises, c'est qu'il faudrait que le prétor s'occupe des petites comme des grandes choses. Et là, Elisabeth Borne, je considère comme une erreur en violant une règle alors qu'elle est chargée de donner l'exemple pour tout et n'importe quoi. D'accord, Virginie Calmels ? Oui, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe Bilger. Je pense qu'effectivement, d'abord, l'exemple doit toujours venir d'en haut. Et c'est vrai que ça donne en plus, au-delà d'enfreindre la règle, ça donne un côté un peu addiction. On a l'impression que... Et je trouve que c'est pas une super image pour la Première ministre. René Chiche sur la même longueur d'onde. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur Philippe Bilger et avec madame Virginie Calmels, et je n'aurais qu'une phrase à dire, elle dépasse les bornes. Oui, je vous voyais venir. J'en avais peur, mais alors j'ai fait une bonne synthèse. J'ai fait une bonne synthèse. Alors, pour la peine, on devait enchaîner sur vous, mais je vais enchaîner directement sur Virginie Calmels, dont l'effet de votre blague a été considérable puisqu'elle est en train de rire. Virginie Calmels, il a osé cette blague. Mais vous avez ri, Virginie. Et puis c'est vrai qu'on l'a peu fait. On l'a jamais entendu, surtout. Je l'ai faite. Au bon moment. Et paraît-il, vous savez qu'ils sont nombreux dans la famille, ils sont 1000. Hein. Voilà. Vraiment là, mais Frédéric, vite on enchaîne. Virginie Calmels, vous voulez revenir sur l'éloge de l'alternance pour les étudiants. Nous vous écoutons. Oui, parce qu'on est, comme vous le savez, là, dans les périodes d'examen, les bacheliers, le bac, d'abord l'épreuve de philo, ensuite le bac français pour les premières. Et je voulais revenir sur quelque chose que je trouve malheureusement assez méconnu des étudiants. C'est quand même un dispositif magnifique qui s'appelle l'alternance, qui fait que 100% des frais de scolarité dans les écoles, alors ça peut s'appliquer à Futurae, moi j'ai des masters qui sont des alternants, mais quand vous êtes en alternance, en fait, vous ne payez pas vos frais de scolarité, c'est les OPCO, les opérateurs de compétences qui financent votre scolarité, et il y a éventuellement un reste à charge pour l'entreprise, et en plus vous percevez un salaire. Donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est un très beau mécanisme qui existe, on a plus de 800 000 contrats en France dans ce domaine, mais il faut pousser encore cela, parce qu'il me semble que beaucoup d'étudiants n'imaginent pas et se restreignent sur certains types de formations qui sont évidemment, je prêche pour ma paroisse, des formations très qualifiantes, très professionnalisantes qui débouchent sur l'emploi. Ils peuvent se dire ouïe, ça coûte cher, c'est une école privée, et en fait ça ne leur coûte rien. Et donc je voulais mettre un petit coup de projecteur sur ce mécanisme qui est
très très utile pour les étudiants. D'abord parce que ça coûte pas et surtout ils ont déjà un pied dans l'entreprise. Et ça derrière c'est l'emploi. Il y a de l'alternance aussi dans les universités d'ailleurs. Oui, ça existe, en tout cas pour tous les jeunes, c'est le stress. Les contrats en alternance. Les conditions, c'est quoi? C'est ce qui vient d'être dit. On va pas le redire peut-être. Et puis en plus, on est très lent dans ce domaine. Non, mais c'est accessible. Mais très très vite parce que après c'est le pauvre René Chiche. Pourquoi le pauvre? Parce que, donc on rappelle. C'est un contrat, en fait, les étudiants vont contracter avec une entreprise. Une entreprise va prendre un contrat en alternance et c'est tripartite entre l'étudiant, l'organisme de formation et l'entreprise. J'aurais voulu que Virginie puisse continuer. Et ce sont les OPCO qui... Juste une question. Il voulait couper le sifflet de René Chiche. C'est déjà fait. Attendez, j'ai juste une question pour Virginie Calmels. En quoi consiste l'alternance, Virginie Calmels? Comme ça fera 3 fois. Pardon, j'allais répondre. Les étudiants font c'est le week-end dans l'école. C'est le week-end, je vais y aller. Un quart, par exemple, à l'école, 3 quarts dans l'entreprise. C'est à René Chiche. René Chiche, stop. Vous voulez parler des papis-papas en référence à Al Pacino. Nous vous écoutons. Écoutez, non, moi, tout à l'heure, j'hésitais entre l'hymne algérien, la visite de MBS à l'Élysée, et je me suis dit, ben non, c'est le week-end. Je vais choisir un sujet plus léger. À la fois léger et un peu sociétal. Allez-y. Voilà, parce que quand j'ai appris que Al Pacino a eu son, je sais pas combien d'enfants, à 84 ans ce matin, je me suis dit, quelle santé, n'est-ce pas, déjà pour commencer. Mais en plus, j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode. Parce que déjà, dans le monde du show business, il y a plein de papas qui sont devenus... plein de célébrités, qui sont devenus papas très vieux. Mick Jagger a eu son, je sais pas combien d'enfants, 73 ans. Clint Eastwood, Paul McCartney. Même en France, regardez, moi je me souviens le premier qui m'avait un peu surpris par ce comportement, si je peux dire ça, d'un vieux papa, c'était Yves Montand, qui a eu son enfant à 67 ans. Mais c'était avec le petit Valentin. Récemment, Julien Clerc, récemment, il y a 4-5 ans, Julien Clerc qui a 74 ans, avec son enfant à 69 ans. Il y a plein de célébrités comme ça, qui... Et j'ai remarqué en plus que même dans mon entourage, il y a maintenant des hommes d'un âge quand même avancé qui ont à peu près 56, 57, 58 ans, donc on n'est pas vrai. C'est très jeune ça. Oui, non, mais enfin, mais lorsqu'on est père, voire grand-père, à 56, 57 ans, et tout d'un coup avoir... Le problème, c'est pas père, c'est grand-père. On verra jamais les petits-enfants, peut-être. Oui, mais il ne faut pas nier le rôle des mères. Madame Calmels, est-ce que je vous ai interrompu lorsque vous avez parlé de l'alternance? René, allez-y. Est-ce que je peux parler des papy-boom? 15 secondes, il vous reste, René. J'avais quelque chose à ajouter. Non, parce que j'ai lu, ça m'a intéressé ce sujet. Moi, j'ai lu des études faites aux États-Unis qui disent... à bon entendeur, salut, que quand les pères sont très âgés, le QI de l'enfant est plus élevé. Il y a eu des études qui ont été faites. Et je vais vous dire pourquoi. Je pense que c'est beaucoup des gens exceptionnels qui font des enfants tard. Regardez bien dans votre cette note que nous terminons cette... Oui, mais c'est très très bien. Le tour de table est terminé. Les vraies voix, s'il vous plaît. C'est vendredi, mais ça n'excuse pas de respecter une certaine discipline. Oui, mais alors, je vous donne rendez-vous avec les auditeurs de Sud Radio dans un instant. Notre coup de projecteur, Cédric Jubillard, Jonathan Daval, les aveux du mari de Karine Esquivillon, la couverture médiatique des faits divers familiaux vous semble-t-elle, allez à outrance, on le voit, vous semble-t-elle, vous les auditeurs, justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante? Vous répondez sur le compte Twitter de Sud Radio et puis nous pouvons en parler également ensemble au téléphone 0826 300 300, c'est vraiment dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Merci d'être avec nous chaque soir de la semaine. Ne vous inquiétez pas, Cécile de Minibus va bien. Elle n'a pas pu être avec moi à mes côtés, mais vous la retrouverez lundi avec bien sûr Philippe David qui revient aussi, qui est sur le chemin du retour. Il est dans sa voiture. Coucou cher Philippe David. Avec nous, les vraies voix ce soir sont très éclairées et éclairantes. Vous avez pu le constater. Philippe Bilger, René Chiche, Virginie Calmels commentent l'actualité avec vous les auditeurs. Au 0826 300 300, nous aurons Philippe avec nous de Fontainebleau qui est l'auditeur témoin et qui nous accompagne sur cette émission. Et puis vous également, encore une fois, participez. Dans un instant, le coup de projecteur. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix.
Dans un instant, je disais le coup de projecteur. Et en général, on attaque sur un petit jingle. Mais c'est pas grave. Il était passé et je l'ai pas entendu. Alors, je suis prêt. Je vous rappelle la question. Cédric Jubillard, Jonathan Daval, les aveux du mari de Karine Esquivillon. Autant de feuilletons que vous avez pu suivre sur les télévisions, dans vos journaux, à la radio également. La couverture médiatique de ces faits divers familiaux vous semble-t-elle justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante? Vous continuez de voter. Je vais faire un tour de table et je vais déjà donner les premiers pourcentages de la consultation. Philippe Bilger, vous êtes intéressé par ces faits divers? Vous les regardez? Je les regarde moins qu'à l'époque où j'ai été avocat général. Bon, je ne connais pas, mais je les regarde. Il y a certains faits divers. D'ailleurs, le terme fait divers peut être discuté, mais les affaires criminelles ne m'intéressent pas globalement. Il y en a certaines qui me passionnent parce qu'elles renvoient à des tréfonds psychologiques, à des mystères, évidemment, et je les lis. René Chiche, intéressé ou pas? Alors, absolument pas. Je trouve en plus qu'on vit une époque vraiment qui je trouve indécente, vous voyez, à ce niveau-là. Maintenant, on interview, par exemple, hier, j'ai vu dans l'émission de Cyril Hanouna, que j'aime bien d'ailleurs, la sœur de Madame Esquivillon. Voilà, dont le corps a été retrouvé ce matin. Bon, elle a été interviewée hier pendant 25 minutes en direct sur le plateau, etc. Bon, on a entendu ce matin l'ex-mari. Je trouve qu'on est dans une époque de voyeurisme, d'indécence à ce niveau-là qui me choque. Mais, malheureusement, cela fait de l'audience en télé, en radio, et même ça a toujours fait de l'audience, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, même dans la presse écrite depuis 150 ans. Parce que j'avais fait un documentaire il y a quelques années pour France 5 sur ce sujet d'ailleurs. Donc je connais un petit peu le sujet, mais personnellement, cela ne m'intéresse pas du tout. Je trouve d'ailleurs qu'il y a trop de faits divers. On se demande comment on sélectionne un fait divers par rapport à un autre pour le mettre en exergue ensuite pendant des jours et des jours. Les chaînes info en rajoutent. Ils vous mettent ça en scène. Donc moi, personnellement, pour répondre à votre question, la réponse est non. Alors, la tendance, avant de donner la parole à Virginie Calmels, qui a dirigé des grandes chaînes de télévision et des maisons de production de programmes télé. Vous dites, les auditeurs de Sud Radio, que cette couverture à outrance est justifiée à 19%, qu'elle est voyeuriste à 40%, qu'elle est démesurée à 38%, qu'elle est passionnante 3%. Oui. Mais Virginie Calmels, si elle n'était pas passionnante, ça ferait pas de l'audience et il n'y aurait pas autant de couverture. Vous nous confirmez que c'est rentable pour une chaîne de télévision, ça? J'imagine qu'évidemment, il y a sans doute des personnes qui regardent les audiences de près et qui considèrent que ça mérite d'être traité. Mais pour répondre vraiment à votre question, moi, je distinguerai le fait divers, qui là est peu intéressant, très voyeuriste, et à mon sens, souvent, on se demande, comme vient de le dire René Chiche, pourquoi on met le coup de projecteur sur tel ou tel, du fait de société. Et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de bien distinguer les deux. C'est-à-dire, il y a des faits divers, bon, ok, on se dit, c'est pas de chance, il y a des fous partout, ok, bon. Et puis, il y a des faits de société. Et quand on regarde les violences faites aux femmes, c'est un sujet qui, pendant des décennies, était assez peu abordé et qui, aujourd'hui, prend une autre dimension à l'aune justement du passage du fait divers à un fait de société. Quand vous avez des chiffres aussi impressionnants, quand vous avez, malheureusement, des histoires qui se répètent, on parle beaucoup aussi de violences physiques, mais vous avez des violences morales. Vous avez même des femmes qui peuvent être poussées au suicide. Vous avez des phénomènes d'emprise. Vous avez tout ça. Alors, ça existe aussi d'ailleurs à l'inverse. Il ne faut pas incriminer que les hommes en la matière. Mais tout ça devient plutôt un phénomène de société. Et là, je crois qu'au contraire, les chaînes de télé, les chaînes de radio, le fait d'en parler peut permettre de se prémunir et de mieux comprendre le profil de ces gens-là, qui sont des prédateurs ou qui sont des gens dangereux, des pervers ou des manipulateurs. Et ça, je pense que c'est intéressant. En revanche, le fait divers lambda, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit avant moi, ça présente assez peu d'intérêt. Il y a des études évidemment qui sont faites, sociologiques. Il y a une petite expression qui dit le fait divers fédère. Tout le monde en parle, tout le monde condamne les personnages. On est tous d'accord, il y a quelque chose d'anormal dans telle ou telle situation sordide et ça nous rassure. On se dit c'est mon voisin mais ce n'est pas moi. Ça renforce les liens sociaux. Absolument. Là je ne suis pas d'accord avec René qui traite avec une forme, mais vous
tout à fait le droit, de presque de mépris. Les gens qui se passionnent pour les affaires criminelles, c'est mieux que fait divers, de mon point de vue. Je peux comprendre le point de vue de Virginie. Moi, les affaires criminelles m'intéressent précisément parce qu'elles renvoient parfois à des obscurités singulières. Et je n'incriminerai pas les médias qui sont parfois évidemment maladroits dans le compte-rendu de ces affaires-là, mais qui en parlent parce que l'opinion publique est passionnée légitimement. En général, ça renvoie, comme vous le dites très bien, à une quotidienneté qui est la leur, mais à rebours de celle qu'ils découvrent avec les crimes. Il y a quelque chose quand on est intelligent et sensible. Ça n'est pas une critique, mon cher. Non, René Chiche est intelligent. Et sensible, qui fait que naturellement, on s'intéresse à des choses qui nous éclairent sur les risques de notre propre humanité. Et donc, je comprends pourquoi il passionne. Ça réagit au 0826 300 300. Je voulais l'avis de Philippe, qui est avec nous, de Fontainebleau. Philippe, sur cette question, vous êtes un consommateur, le mot n'est pas très beau, mais de ces émissions spéciales consacrées aux faits divers, l'affaire Jubilard, l'affaire Dupont de Ligonnès, il y a eu le petit Grégory il y a très longtemps. Ou alors est-ce que vous zappez, Philippe ? Non, moi je suis pas fan de tout ça en fait. Mais bon, aujourd'hui c'est on va dire c'est de notre temps quoi. Après, oui, ça reste des affaires criminelles et après les gens qui s'y intéressent, en soi ça me gêne pas. Après, moi je suis plus attentif parce qu'aujourd'hui ces phénomènes criminels. On fait le buzz dessus, mais ça reste quand même aussi des drames pour les familles des victimes. Et donc là, peut-être qu'il y a une forme d'exutoire pour ces gens-là, je sais pas. Et aujourd'hui, je trouve que les victimes et les familles sont pas assez prises en compte. Et je trouve même que des fois, elles passent en second plan. Ouais. Donc pour elles, peut-être c'est un moyen de passer de l'autre côté et peut-être de crier un peu leur rage ou leur colère, etc. Très intéressant, Philippe. Moi, il y a quelque chose qui me gêne aussi. Alors, je vais vous dire, moi, je suis plus attentif parce qu'aujourd'hui, moi, la société où je vis aujourd'hui, je la trouve pas très jolie. Moi, et là, monsieur le procureur, l'ex-procureur, monsieur Bilger, moi, ce que j'attends aussi, et souvent où là, je suis très en colère, c'est la justice en France, comment elle est rendue. Et des fois, sur ces affaires-là, et là, le dernier exemple, c'est pas Jubilard, etc., mais c'est l'affaire de la petite Shaina Akraï. Et là, moi, quelque part, il y a des choses qui me rendent dingue. Mais après, sur le reste, chacun fait comme il veut, à partir du moment où il y a de la, on va dire, de la tolérance. Et Philippe, je reviens sur un des éléments et un mot qui m'a interpellé, c'est la notion d'exutoire. J'aimerais vous solliciter les vraies voix, parce que il y a aussi ces familles, alors il y a les victimes, il y a les familles des victimes, il y a les familles des accusés, mais qui sont de ce fait aussi victimes. On a l'impression que c'est une thérapie à ciel ouvert, où les gens s'expriment de plus en plus sans pudeur. C'est à double tranchant, Virginie Calmels. Oui, alors moi je trouve que vous passez un peu sous silence quelque chose qui est très intéressant de mon point de vue, après les gens aiment ou pas, c'est l'enquête. C'est qu'en fait, ce qui devient souvent passionnant, regardez dans l'affaire Dupont de Ligonnès, c'est qu'au bout d'un moment, il y a un côté, vont-ils trouver ? Où est-il ? Il y a une enquête et il y a tout le travail de toute une chaîne, et notamment, regardez la police scientifique, regardez les séries américaines qui marchent énormément. Oui, mais là, vous en télé. parlez comme si c'était un feuilleton, comme si c'était une série. Mais ce n'est pas une série, c'est la vraie vie, non ? Si je puis me permettre, je pense que c'est ça, c'est les mêmes ressorts qui font qu'il y a un intérêt du public, parce qu'au fond, et en plus là c'est grandeur nature et c'est réel, mais c'est les mêmes ressorts d'intérêt de tout un cheminement. On décorte, regardez l'affaire Grégory, ça, encore aujourd'hui, ça passionne quand il y a des séries qui sont faites sur cette affaire qui est une affaire réelle, mais qui a été mise en série, parce que ça passionne, parce qu'il y a un côté, allons-nous avoir le fin mot de l'histoire ? Et je crois qu'il y a beaucoup dans ces ressorts, il peut y avoir du voyeurisme, mais il y a aussi l'intérêt que le public peut avoir
à est-ce qu'on va savoir qui est le réel coupable. Oui. Rappelez-vous l'affaire Jonathan Daval. Oui. Les gens il y avait ceux qui se disaient on lui donnait le bon Dieu sans confession, ça peut pas être lui, c'est la victime, quelle horreur, il a perdu sa femme. Puis il y a ceux qui se disaient c'est bizarre, c'est peut-être lui. Virginie, et ça, on a compris le mécanisme, et vous êtes une grande professionnelle de la télévision, vous l'avez été, et donc vous l'êtes toujours. Oui, mais justement, est-ce que ce n'est pas dérangeant? Ce ne sont pas des acteurs, René Chiche, ce sont des gens qui vivent un drame. Alors, d'abord, cher Philippe, je ne méprise pas du tout ceux qui se passionnent. Et je répondais à la question. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je trouve ça indécent et je trouve que c'est trop. Il y a trop. On nous met des nouveaux faits divers, des nouveaux crimes toutes les semaines. Comme je le disais tout à l'heure, on ne sait pas. On nous les impose. On nous les impose. Je veux dire, les chaînes infos nous les imposent. Mais ça dit quelque chose de la société. Attendez, Véronique. Non, mais c'est parce que c'est aussi. C'est devenu un spectacle, justement. C'est ça le problème. C'est que même l'enquête est devenue un spectacle. Virginie en a parlé comme d'une série. Oui, exactement. Hein. Attendez, j'ai pas fini. La justice est devenue un spectacle. Mais en fait, ça a toujours été un feuilleton. Même au début du XXe siècle, il y avait des journaux comme Le Petit Journal. Ensuite, il y a eu Paris Presse. François a fait son beurre sur les faits divers. Ça a toujours été présenté au public comme des feuilletons, comme une histoire. Et aujourd'hui, en plus, le pire, c'est que toutes ces affaires dont nous parlons, l'affaire Daval, l'affaire Patrick Dils, l'affaire Grégory, maintenant, ça devient des fictions à la télévision. Ça devient des véritables productions. Parce que, alors là, ça fait de l'audience. Là, c'est vrai. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans votre sondage, vous dites que finalement, les gens ne sont pas si passionnés que ça. Non. Alors, on comprend plus. C'est ça. Alors, ça qui est bizarre. Juste un petit élément d'information. Historiquement, le fait divers a entraîné les premiers tirages massifs de la presse papier. Et qu'il est lié, ce fait divers, au développement de l'économie capitaliste. Avec le Petit Journal. Je pense que les sondages, en ce qui concerne cette matière-là, ne signifient pas grand-chose. Je suis persuadé que les mêmes personnes qui vous ont dit que les médias en font trop, ou qu'ils devraient être plus décents, et à la limite qu'ils se désintéressent des affaires criminelles, en parlent sans arrêt. Il y a un hiatus absolu, comme si la matière criminelle était presque honteuse. Et beaucoup de gens sont passionnés dans les moments où on se rencontre et où on en parle, mais dans les sondages, n'osent pas dire qu'ils sont curieux de ces moments tragiques où l'humanité se révèle dans des extrémités qu'on ne connaît pas, évidemment. Oui, sur le compte Twitter de Sud Radio, et vous continuez à donner votre avis, vous n'êtes que 3% à dire que c'est passionnant, ces couvertures de médiatiques, alors qu'elle est voyeuriste à 41%, elle est démesurée à 38% et justifiée à 18%. René Chiche, c'est un peu attraction-répulsion, c'est-à-dire je n'aime pas mais je regarde. Attendez, je regarde. Par rapport à ce que vous dites, par rapport à votre sondage, ce que disait Philippe Bilger, et donc la tendance confirme finalement. Oui, d'accord. C'est pas un sondage, c'est une consultation. D'accord, c'est une consultation. D'accord, excusez-moi. Sur le compte Twitter de Sud Radio. Non, mais par contre, lorsque ces faits divers deviennent des productions, des fictions à la télévision, là, ça fait vraiment beaucoup d'audience. C'est ça qui est bizarre. Mais en même temps, alors que là, ça ne m'intéresse plus, moi. Pardon. Ah oui, mais le grand public, ça l'intéresse. Oui, bien sûr. Mais la façon, moi, je trouve, c'est là où je critique les chaînes info. Par exemple, vous voyez, LCI qui est devenue une chaîne Ukraine aujourd'hui. Oui. Avant, il couvrait énormément de faits divers. Il faisait des émissions spéciales. Donc, ils ont changé. Bon, ça c'est maintenant, c'est plutôt BFM et CNews qui nous bassinent du matin au soir avec des faits divers. Moi, je trouve que c'est anxiogène, franchement. Et je trouve qu'il y a un côté... moi, je trouve qu'il faudrait un petit peu même légiférer là-dessus, vous voyez. Je trouve qu'il y a trop de laisser-aller dans ce domaine. Là, je suis pas tout à vous fait réagissez au 0826 300 300, les auditeurs. Vous venez donner votre avis. Virginie Calmels, ce que vous venez d'entendre, notamment le cas de BFM qui fait finalement des grands documentaires qui retracent l'histoire Jonathan Daval, etc. Moi, je suis pour la pluralité dans les médias, donc là, je vais vous dire, si on n'est pas content, change de chaîne. Donc moi, ça m'a jamais choqué qu'il puisse y avoir ce type de choses à la télé, chacun choisit. Mais à contrario, je trouve que quand même, ça a valeur pédagogique, ces affaires. Moi, j'ai une fille qui a 17 ans, qui est ravissante, et bien j'essaye de lui transmettre la notion de sécurité, par exemple. Et bien, je vous assure, c'est difficile. Quand vous êtes maman, d'éduquer vos enfants, moi j'ai un garçon de 14 ans, une fille de 17 ans, à la sécurité. Et bien quand il y a des faits divers, et c'est triste, mais les faits divers nous rappellent quand même qu'on n'est pas en sécurité quand on fait un jogging toute seule dans un bois. Vous vous rappelez cette affaire d'une jeune fille à Toulouse, qui avait à peu près l'âge de ma fille, etc. Et donc, quelque part,
je comprends tout ce qui a été dit, mais je pense qu'il ne faut pas non plus nier la réalité. C'est-à-dire que tous les jours, aujourd'hui, il y a des faits divers sordides et qu'il faut quand même en parler parce que ça met en garde des publics plus jeunes, ça permet d'être dans la pédagogie, ça permet aussi, Philippe le disait tout à l'heure, c'est des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est important de se dire, mais tiens, ça existe. Alors ça nous interroge, c'est pas la règle heureusement, mais ça permet quand même à un moment, moi je crois pas qu'il faille se voiler la face sur les choses assez sordides. Il ne s'agit pas de se voiler la face. René, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Moi, je ne veux pas qu'on en parle. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Et puis de toute façon, on peut faire l'éducation de ses enfants. Moi-même, je l'ai fait sans avoir recours à des exemples de faits divers, etc. Mais non, mais sérieusement. Oui, bravo. C'est pas toujours facile de convaincre des filles qu'elles sont. Non, mais c'est pas une critique. C'est pas une critique des proies potentielles, c'est pas facile. Non, mais bon, moi j'ai pas. Les enfants sont toujours très optimistes. Moi, je trouve qu'on n'a pas besoin de ça. Ce que je voulais dire, mais là j'ai perdu le fil de ma pensée. C'est dommage. Oui, ma grande pensée. Non, parce qu'elle m'a interrompu. Elle m'a interrompu encore une fois. Bon. Voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, mais vous vouliez parler des enfants. Oui, non, je voulais pas les enfants. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve, parce que pour revenir au débat sur la façon dont est mise en scène, dont sont mises en scène ces faits divers à la télévision. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quoi qu'on dise, c'est un spectacle gratuit pour les chaînes de télévision. Moi, quand on voit des chaînes d'infos aller, moi je trouve ça indécent, aller interviewer la femme, la sœur, on a même vu la fille. Il y a 2 jours ou 3 jours sur BFM, la fille de la pauvre Karine, voilà. Esquivillon, ouais. Je trouve qu'on vit une époque, mais qui est totalement indécente, et d'un voyeurisme que je trouve absolument inacceptable. Nous poursuivons le débat avec nos auditeurs dans un instant. Donnez-nous votre avis. Vous avez entendu différents points de vue. Ils vont revenir les vraies voix avec vous. Rentrez dans le débat au 0826 300 300. Qu'en pensez-vous de ces couvertures médiatiques des faits divers familiaux ? Est-ce indécent ? Est-ce intéressant, passionnant, voyeuriste ? Vous nous appelez 0826 300 300. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Frédéric Brindel. Les avis sont assez tranchés en ce jour donc des révélations, les aveux du mari de Karine Esquivillon dans ce terrible drame, une nouvelle fois un fait divers familial avec en l'occurrence un meurtre au sein même d'une famille, beaucoup de couverture médiatique, et nous vous posons cette question sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que cette couverture médiatique des faits divers familiaux vous semble justifiée, voyeuriste, démesurée, passionnante ? Vous êtes très peu à nous dire que c'est passionnant, 3% seulement, mais pour nos vraies voix, Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmels, il ressort quand même, et on le sent, qu'il y a cette passion. Alors, je reviens vers vous, Philippe Bilger. Vous êtes quelqu'un qui avait fait une carrière exceptionnelle dans la justice, en tant que procureur, qu'avocat général. Vous retrouvez cette tension dans les jugements et dans la façon de traiter l'actualité ? Sûrement. Alors moi, pour expliquer, comme René par ailleurs, pourquoi je suis profondément passionné par l'humain. Et donc, évidemment, c'est l'humain criminel, mais de la même manière que mes amis, je les observe, je les analyse, je les apprécie. Deuxième élément, pour aller dans le sens de René, c'est ce qu'on a dit durant la pause, je suis frappé aujourd'hui par l'exhibitionnisme de beaucoup de familles qui sont dans le chagrin pourtant et la désolation. On peut être, je n'aurais jamais l'idée, si j'étais, et ça m'est arrivé, conscient d'un terrible drame dans ma famille, je n'aurais jamais l'idée d'aller en parler à la télévision. Alors c'est intéressant parce que Richard, qui nous appelle au 0826 300 300, semble vouloir intervenir dans ce sens. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir à vous. Vous nous appelez d'où ? En fait, moi, je suis de Toulouse et je me promène, je fais beaucoup de déplacements, en fait. Bon, d'accord. Alors, vous, je vois, parce que vous avez tenu déjà à préciser au standard que c'est terrible pour les proches. C'est un peu ce que dit Philippe Bilger, allez-y. 100% d'accord avec lui, parce qu'en fait, je crois que aujourd'hui, à moins qu'on ait vécu sous une cloche, on connaît tous, directement ou indirectement, quelqu'un qui a été mêlé à un crime de sang.
Moi j'ai grandi avec un copain qui a été mêlé, c'était l'affaire d'Ausson avec son épouse qui a été décapitée par son beau-frère. Et lui, il avait été pressenti comme coupable, c'était un triple meurtre en fait. C'était avéré que c'était un double meurtre, un suicide. Mais en fait, et j'ai d'autres cas en fait. Je connais quelqu'un qui connaissait M. Allègre aussi. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est pour les proches qui ont été exposés, finalement, voilà, ils traînent ça avec eux dans le quotidien. Et donc, en fait, voilà, moi je pense qu'on prélève un fait divers dont on va faire le buzz et c'est dramatique pour les enfants des familles qui vont se retrouver en fait affichés, comme dit Philippe Bilger, et des fois, par des complicités dans la famille, on cherche à devenir une vedette parce qu'on a interviewé et puis on est un peu flatté et puis on raconte et on déballe des choses sur la voie publique. C'est un peu terrifiant. Voilà, moi je trouve que c'est rabaissant pour les médias parce qu'ils utilisent un côté sombre de la nature humaine dont on pourrait très bien se passer. Ouais, ce que dit Richard me semble vraiment la base de cette réflexion. Merci Richard. Virginie et René, vous avez chacun en 30 secondes une réaction sur ce qui vient d'être dit et ça sera la conclusion. Virginie. Moi, je veux pas je veux pas défendre trop les médias, mais je veux pas les incriminer non plus. Je pense que Philippe a très bien dit. Le problème, c'est quand même, on a sa liberté de parole. Et on a aussi le droit de dire non. C'est pas parce que vous êtes appelé par BFM ou CNews ou n'importe quelle chaîne que vous devez passer à la télé. Moi, je me rappelle très bien, je l'ai vécu de très près du 11 septembre 2001 où j'avais un de mes très 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 proches dans les Twin Towers qui avait vraiment vécu le drame. Et toutes les chaînes voulaient, c'était un grand patron, toutes les chaînes voulaient l'interviewer. Il n'a jamais parlé. Voilà. Et d'autres sont allés parler à la télé qui n'avaient pas vécu le drame. Voilà. René, pour terminer, bon, c'est sûr qu'on peut dire non, mais parfois les gens victimes ou proches des victimes sont dans un tel état parfois de faiblesse, vous voyez, sont pas bien, ils sont un peu impressionnés par l'arrivée d'une chaîne d'information devant eux, d'un reporter, d'une caméra, et ça leur permet peut-être effectivement un petit peu de s'exprimer. Et en même temps, bon, ils ne savent pas dire non, donc on peut peut-être les comprendre, mais pour moi, les responsables sont quand même ceux qui vont aller voir les victimes, les proches des victimes et qui leur demandent de témoigner devant les caméras. C'était, pardonnez-moi, mais passionnant. C'était une des options. Mais le débat, en tout cas, moi je suis sûr, je mets 100% passionnant. Merci à vous les vraies voix. Philippe Bilger, René Chiche et Virginie Calmels. Merci à vous trois. Nous allons continuer. Vous savez que dans un instant, c'est les vraies voix qui font du sport. J'aurai deux invités, alors deux légendes. Pour le basket, vous savez qu'il y a eu le grand match à Roland-Garros. Jacques Monclar sera là. Et pour le cyclisme, avec une actualité bien triste, Gilbert Duclos-Lassalle, double vainqueur de Paris-Roubaix. Merci les vraies voix. Dans un instant, nous les retrouvons, nos sportifs, après l'info.